Chez d'autres, la difficulté est encore plus grande. Avec la meilleure volonté du monde, ils ne retrouvent rien de semblable. Alors il faut étudier et interpréter leurs rêves. Un jeune homme a rêvé qu'il contemplait 3 étoiles. Il s'agit évidemment d'un rêve érotique, nous explique très bien Monsieur Meder. On dit d'une brillante actrice qu'elle est une étoile du théâtre. Un amant appelle son aimée une étoile. Ruy Blas est un ver de terre amoureux d'une étoile. En Suisse, les jeunes filles appellent entre elles leurs organes génitaux leur étoile. Ou bien une jeune fille a rêvé à une barque à voile sur le lac Léman. Or, sur ces barques, la forme des voiles est tout à fait caractéristique. Elle rappelle celle d'un poignard ou d'un objet pointu, dirigé vers le ciel. L'interprétation est évidente. On interprétera plus facilement encore le rêve du serpent et surtout du serpent-chien. Le rêve du jardin. Je suis dans un grand jardin ombragé où un jardinier arrose. Le rêve de la maison et de la caverne. Le rêve de l'oiseau, etc. Nous serons ainsi sur la voie du souvenir traumatique à contenu sexuel. Si cela ne suffit pas, il faudra savoir interpréter des sentiments que le malade reconnaît avoir éprouvés dans diverses circonstances. Par exemple, le malade vient-il vous dire qu'à certains moments il a formé le souhait d'être le fils d'un grand personnage, d'un roi ou d'un grand financier au lieu d'être le fils d'un petit bourgeois? Cela est très caractéristique. Cela prouve qu'il a eu à ce moment le désir de mettre son père de côté, de l'écarter en quelque sorte de sa vie. Pourquoi cela? Évidemment parce qu'il se trouvait en rivalité avec son père, parce qu'il avait un amour sexuel pour sa mère et qu'il formait dans son esprit le fameux complexe d'Oedipe, qui joue un rôle très important dans cette psychologie un peu spéciale. Un jeune homme reconnaît qu'au début de sa carrière sentimentale, il a eu un sentiment tendre pour une femme plus âgée que lui. C'est bien simple, cela prouve qu'il a été amoureux de sa mère et qu'il a transféré ce sentiment sur les vieilles femmes qui sont devenues pour lui comme des mères supplémentaires. Un autre jeune homme reconnaît-il qu'à plusieurs reprises il s'est senti quelque amour pour des femmes coquettes et peu vertueuses? L'interprétation est bien simple. Il avait autrefois, c'est évident, une passion amoureuse pour sa mère, et il a appris avec désespoir la nature des relations qui existaient entre sa mère et son père. Le complexe Oedipe est devenu actif, et il a souhaité que sa mère devienne infidèle à son père, probablement à son bénéfice. C'est à cause de ce roman d'enfance que bien des hommes ont un faible pour les femmes coquettes et de mauvaise vie. D'ailleurs, s'il le faut, on interprétera de la même manière des phénomènes plus simples. Le sujet a-t-il eu dans son enfance l'habitude de faire des pâtés de sable, ou auparavant celle de sucer son pouce? Cela suffit pour indiquer de précoces perturbations sexuelles. Un peu plus tard, le goût du piano a un rapport très étroit avec la masturbation. Il faut se méfier en particulier des sensations et des sentiments relatifs à l'anus chez les petits-enfants. On sait que l'anus est une zone érotique parcellaire qui peut se développer indépendamment des autres. Les entérites qui sont fréquentes dans la première enfance surexcitent cette zone et préparent les névroses spéciales. Monsieur Kurt Mendel exprime d'une façon un peu ironique sans doute, mais très saisissante, ce souci des Freudiens d'interpréter les phénomènes relatifs à l'anus des petits-enfants. Peut-être dit-il à son enfant « Tu n'as pas voulu aller sur le pot avant de te coucher, tu as refusé de vider ton rectum parce que tu espères tirer une jouissance voluptueuse de la défécation. Voilà pourquoi tu prends plaisir à retenir tes excréments. » Je ne puis malheureusement insister sur ces interprétations qui sont très nombreuses et très ingénieuses dans les ouvrages de cette école. Il me suffit d'avoir indiqué par ces quelques exemples comment on parvient à établir, malgré les dissimulations et les oublis du sujet, l'existence chez tous les névropathes d'un souvenir traumatique avec un contenu sexuel. Sur le second problème, relatif au rôle que ces troubles sexuels et ces souvenirs ont pu jouer dans la maladie, l'école de M. Freud présente également une doctrine qui lui est propre. Elle affirme que dans tous les cas de névrose, ces troubles sexuels et ces souvenirs ne sont pas une des causes de la maladie, mais sont la cause essentielle et unique de la maladie. De même que la syphilis est aujourd'hui considérée comme la cause spécifique du tabès et de la paralysie générale, ces troubles sexuels et ces souvenirs sont la cause spécifique des névroses. La démonstration de cette thèse, séduisante par sa simplicité, est donnée de différentes manières.
Quelquefois, elle est faite par un rapprochement, une comparaison des symptômes que l'on observe dans la maladie avec les phénomènes qui existent dans les phénomènes sexuels. Examinons par exemple le phénomène de l'angoisse, ainsi fréquent dans une foule de troubles névropathiques, en particulier chez les psychasthéniques. Cette angoisse qui constitue pour M. Freud, 1895, une maladie spéciale présente divers symptômes. Les troubles respiratoires, les palpitations, les modifications de la coloration de la face, la sueur, la sécheresse de la bouche, les contractions péristaltiques de certains muscles qui sont tout à fait identiques aux phénomènes caractéristiques de la jouissance sexuelle. Aussi, son explication est-elle toute naturelle. L'angoisse est une jouissance sexuelle et incomplète. Une jouissance manquée, apparaissant chez des individus qui ont pris la mauvaise habitude de l'arrêter avant la fin de son développement. Quand pour diverses raisons, le désir sexuel ne peut pas suivre son cours naturel, il est détourné de son but par des restrictions morales, par les pratiques du coït incomplet, etc. Il est refoulé. Et alors il agit inconsciemment et se manifeste par les troubles de l'angoisse. Le plus souvent, la démonstration du rôle des troubles sexuels et leurs souvenirs se fait par une méthode que je pourrais appeler la construction symbolique, dans laquelle on applique les principes précédemment établis sur le refoulement et le transfert. Un symptôme pathologique étant donné, on cherche de quelle manière ce symptôme pourrait être construit si on prenait pour point de départ de la construction un trouble sexuel en le transformant par le transfert et le refoulement. Si cette construction arrive à nous fournir quelque chose qui semble analogue au symptôme considéré, nous dirons que ce symptôme a réellement eu pour origine le trouble sexuel transformé. Cette méthode ingénieuse ne peut être bien comprise que si on étudie quelques exemples. Constate-t-on des troubles de la sensibilité, des anesthésies, des troubles de la vision? Il faut simplement rechercher de quelle manière un trouble sexuel, la honte d'une faiblesse sexuelle par exemple, peut produire des troubles de la vision. Nous comprenons bien que diverses sensations, en apparence distinctes des fonctions sexuelles, peuvent cependant s'associer avec elles. De même que la bouche ne sert pas seulement à manger mais aussi à embrasser, les yeux ne servent pas seulement à diriger nos pas, ils peuvent aussi nous montrer les traits d'une personne aimée. Quand il y a honte d'un événement sexuel, il y a un refoulement de la tendance sexuelle et la curiosité sexuelle des yeux est réprimée et refoulée en même temps. Cela amène un trouble grave dans les relations de la vision avec la conscience. Le moi, à la suite d'un refoulement qui a été excessif, perd sa domination sur les yeux, et maintenant la vision tout entière, restée au service de la sexualité refoulée, est passée dans le subconscient. C'est ainsi que la légende de Lady Godiva nous explique très clairement la cécité hystérique. Cette belle dame avait été condamnée à passer nue au travers des rues. Les habitants de la ville s'imposèrent l'obligation de clore leurs volets, de fermer les yeux pour ne pas la voir. Ils se rendaient aveugles par une délicate courtoisie. Qui donc pourrait résister à une explication aussi poétique? Voici d'autres applications de la méthode de démonstration simplement à titre d'exemple. Constate-t-on qu'une femme a peu de disposition pour l'acte d'amour et qu'elle est plutôt frigide? C'est bien simple. Elle a eu, quand elle était adolescente, une passion coupable pour son père. Voyez concept Oedipe. Et elle a violemment réprimé ses sentiments incestueux. La répression a été trop grande, et maintenant, elle conserve cette attitude de froideur toute sa vie. Un homme manifeste-t-il des tendances homosexuelles? Il ne faut pas chercher bien loin une explication qui est fort simple. C'est qu'il a eu au début de sa vie un grand amour pour sa propre mère. Au premier abord, on peut être surpris que cet amour pour sa mère ait déterminé maintenant un amour pour les jeunes garçons. Mais cela est cependant bien simple. Les petits garçons se figurent toujours que leur mère a un organe mâle identique au leur. Les anciennes divinités hermaphrodites étaient des représentations féminines avec des organes mâles surajoutés, exactement comme les enfants se représentent leur mère. L'enfant ne fait sur ce point que récapituler les anciennes croyances de la race. Si cette explication ne satisfait pas, on peut la présenter autrement. Beaucoup d'individus qui ont eu ainsi une tendresse excessive pour leur mère ont refoulé ce sentiment. Le refoulement excessif
les rend désormais incapables d'aimer des femmes, et ils deviennent par excès de vertu des pervertis, des homosexuels. Cette explication vous déplaît-elle? On va immédiatement la remplacer par une autre. Un des grands avantages de cette démonstration symbolique, c'est que l'on peut très aisément les varier à l'infini. L'enfant a eu pour sa mère un amour sexuel si intense qu'il en est arrivé à s'identifier avec elle, à se confondre avec elle, à posséder les sentiments qu'elle avait elle-même. Or, cette mère avait de l'amour pour son enfant, c'est-à-dire pour lui, pour un garçon. Donc, puisqu'il a les sentiments de sa mère, il aura de l'amour pour un garçon. Le garçon qu'il aime est simplement un souvenir de sa propre personne infantile qu'il aime comme sa mère l'aimait lui-même dans son enfance. Il aime ce garçon en s'aimant lui-même. C'est une sorte de narcissisme. De cette manière, il reste fidèle à sa mère en aimant un garçon, tandis qu'il lui serait infidèle en aimant une femme. On peut étudier ainsi tous les symptômes névropathiques quels qu'ils soient. On démontrera facilement par la méthode des constructions symboliques qu'ils sont tous des conséquences plus ou moins directes de souvenirs sexuels lointains maladroitement refoulés. Ces études sont susceptibles d'une grande précision. Elles peuvent montrer que certains incidents de la vie sexuelle conduisent à tel ou tel symptôme pathologique. On a constaté en effet que l'aventure dangereuse a eu lieu le plus souvent dans la première enfance. Si l'événement sexuel originaire n'a pas eu lieu avant la 8e année, jamais l'hystérie n'éclatera par la suite. La trace de ce premier traumatisme sexuel est d'abord inoffensive, plus tard, à la puberté, éclate un conflit entre l'instinct génital et la morale sociale. Ce conflit amène un refoulement dans le subconscient de diverses scènes sexuelles auxquelles a assisté le jeune homme ou la jeune fille, et la névrose apparaît. Celle-ci prend des formes différentes, suivant la nature du traumatisme initial. Si l'enfant a subi, avant l'âge de 8 ans, bien entendu, des agressions d'ordre sexuel, si, dans l'aventure sexuelle, il a eu un rôle passif, la névrose prendra plus tard la forme de l'hystérie. Si, au contraire, l'enfant a eu dans ses premières aventures le rôle actif, s'il a été l'agresseur, la névrose prendra la forme des obsessions et des phobies. Elle sera plutôt la psychasthénie. C'est pour cela, paraît-il, que l'hystérie est plus fréquente chez les femmes, la psychasthénie chez les hommes. Dans son étude Zur Ätiologie der Hysterie, 1896, M. Freud déclarait que ces découvertes pathogéniques seraient pour la neuropathologie ce qu'a été pour la géographie la découverte des sources du Nil, c'est-à-dire la plus grande découverte de cette science au XIXe siècle. Les autres névroses, d'ailleurs, ont également des causes précises. La neurasthénie a pour cause unique la masturbation. La névrose d'angoisse, dont M. Freud fait une maladie spéciale, a pour cause le coït incomplet ou l'abstinence exagérée, etc. Ces interprétations permettent donc un diagnostic très exact. Il est juste de remarquer que plus tard, en 1905, M. Freud reconnaît qu'il a été trompé sur certains points par les réminiscences inexactes de quelques malades et il ne semble plus donner aux diverses névroses une étiologie aussi précise. Il semble avoir renoncé à la découverte des sources du Nil, nous dit M. Ladame. Mais il maintient toujours le principe fondamental. C'est que dans une vie sexuelle normale, une névrose est impossible. Il continue à donner aux névroses et même à certaines psychoses, comme la démence précoce, une cause unique et vraiment spécifique, c'est-à-dire un trouble sexuel causé par une aventure qui se conserve sous la forme d'un souvenir traumatique. Bien entendu, la découverte de l'agent causal spécifique des névroses a pour conséquence une thérapeutique simple et précise. Un coït normal et régulier suffira toujours pour guérir tous les troubles névropathiques. Malheureusement, comme le remarque M. Ladame, cette excellente ordonnance médicale n'est pas toujours facile à appliquer. M. Freud lui-même remarque avec tristesse qu'une grande difficulté d'application se trouve dans le danger de la conception trop fréquente des enfants qui gêne la pratique du coït normal et régulier. Les précautions prises contre la fécondation, les pratiques peu naturelles, l'usage des divers préservatifs tous déplorables, sont toujours néfastes et suppriment tous les bons effets du coït normal et régulier.
Cruelle énigme. Monsieur Freud prie les médecins de vouer toute leur force et leur intelligence à trouver un préservatif qui puisse satisfaire à toutes les exigences d'un coït sans dommage pour la jouissance et sans danger, préservant à coup sûr des maladies et de la conception. Celui qui arriverait à combler cette lacune de notre technique médicale aurait conservé la santé et la joie à d'innombrables personnes.